300 épisodes depuis 6 ans. 2 semaines de nouveautés, 75 nouveautés, dont 25 qui ne sont pas des extensions régionales, mais le menu est chargé aujourd'hui. Je vous explique tout ça dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans le 300e épisode du podcast AWS en français, commencé en 2019. Alors 300 épisodes, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, comme disait le grand philosophe du XXe siècle. Je vous remercie d'avoir été fidèle à quelques dizaines, au début quelques centaines, quelques milliers, maintenant toutes les semaines, à télécharger les différents épisodes, à me faire part de vos feedbacks, à laisser vos commentaires dans les différentes applications de podcast, Apple, Deezer, Spotify, Amazon Music, YouTube et les autres. Continuez d'en parler autour de vous et d'en parler à vos collègues, de référencer le podcast. C'est comme ça que la communauté grandit. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'actualités cette semaine, beaucoup d'actualités qui tournent autour de Generative AI avec plein de nouveautés, mais pas que. Alors je vais commencer par les trucs un peu plus petits, en espérant vous garder jusqu'à la fin pour les trucs un peu plus grands, pour les annonces un peu plus importantes, je pense. Bien que même les petites, pour vous, elles peuvent être parfois importantes. Par exemple, je vous ai compilé une liste des What's New sur IPv6. Presque tous les semaines, on parle de nouveaux services qui supportent IPv6. Le public DNS des instances EC2 est le dernier qui me vient à l'esprit, annoncé le 22 mai, mais également AWS Organisation qui supporte les API en dual stack, et Lightsail et Amazon Data Lifecycle Manager. Ce sont les 4 nouveautés de 2 dernières semaines côté IPv6. C'est important de continuer l'expansion IPv6, d'autant plus que les IPv4 sont payantes maintenant. Donc je suis content de voir de plus en plus de services qui adoptent au minimum un dual stack. Si vous managez des clusters Kubernetes, vous allez pouvoir utiliser ce nouveau dashboard qui s'appelle EKS Dashboard, qui vous permet de voir les clusters que vous avez à travers plusieurs régions et plusieurs compte AWS. Enfin, je crois que c'était une fonctionnalité qui était très demandée. Je ne vais pas aller dans le détail de cela pour nous laisser du temps d'avancer sur les autres. Après, je vous en glisse encore une petite en même temps qui concerne EC2 Max. Cette fois-ci, vous pouvez activer le System Integrity Protection SIP avec un appel d'API. Ça prend une demi-heure à peu près parce qu'il faut rebooter le Mac plusieurs fois. Mais SIP, c'est cette protection qui est inclue et activée par défaut dans macOS, qui évite de faire des bêtises en gros, qui limite les accès même du compte route. On ne peut pas aller écrire n'importe où sur le disque, on ne peut pas charger des extensions kernel par exemple, mais pour des raisons de développement, parfois c'est très utile de faire tout ça. Donc maintenant vous pouvez en un seul API call désactiver puis réactiver le SIP sur vos instances EC2 Mac. Allez, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. La grande nouveauté de la semaine, c'est Aurora DSQL qui est maintenant disponible, généralement disponible, generally available. Elle était en preview depuis l'annonce qui avait été faite lors de la conférence re:Invent 2024 à Las Vegas. Le docteur Werner Vogels, le CTO d'Amazon, avait d'ailleurs fait une grande partie de sa keynote sur comment fonctionne DSQL. DSQL, c'est quoi ? C'est une base de données relationnelle, serverless, hautement disponible, distribué. Chaque mot-clé a de l'importance. C'est relationnel, donc des tables, des views, des colonnes. Vous pouvez d'ailleurs y accéder depuis vos applications avec les drivers Postgres standard. Serverless, c'est-à-dire vous n'avez pas de serveur à gérer. Et elle scale à 0. C'est une architecture microservices avec 6 ou 7 microservices qui sont utilisés sur des firecrackers, des micro-VM. On a repris la même technologie que Lambda pour pouvoir démarrer ces microservices extrêmement rapidement quand il y a une transaction qui arrive. On les garde allumés un peu, mais si jamais vous ne l'utilisez pas, ça scale à 0. Et puis il y a évidemment le stockage qui lui ne scale pas à 0. On garde vos données, c'est le principe d'une base de données. Mais ce stockage est distribué d'abord dans une région. Si vous avez une base de données mono-région, ce stockage est répliqué sur plusieurs zones de disponibilité.
Et puis, nouveauté, vous pouvez aussi avoir des clusters multi-régions avec de l'écriture synchrone et des transactions distribuées, c'est-à-dire vous n'allez pas écraser les données de quelqu'un d'autre, même si vos deux writers, vos deux applications qui écrivent dans la base de données ne sont pas dans la même région. Alors on fait pas ça avec des locks comme les bases de données relationnelles classiques, parce qu'un lock, ça bloque tous les clients, on ne peut pas accéder aux rows, aux lignes qui sont bloquées pendant une transaction. On fait ça avec un principe de concurrence optimistique, comme dans DynamoDB par exemple. C'est-à-dire c'est au moment de comité qu'on vérifie que personne d'autre n'a modifié les données, et vos données vont être inscrites dans le stockage uniquement si elles sont les mêmes qu'au début de votre transaction. Si quelqu'un d'autre a écrit les données entre-temps, la transaction échoue, et c'est au client de réessayer, de relire les données fraîches et de réessayer la transaction. C'est une architecture créée à partir de rien, sur base de 20 ans d'expérience d'AWS, de systèmes distribués et d'opérations de maintenance de systèmes distribués à très, très grande échelle. Pensez S3 par exemple. Et je vous l'ai dit, le Dr Werner Vogels, le CTO d'Amazon, y a consacré une grande partie de sa keynote. Je vous ai mis le lien d'ailleurs vers la vidéo de la keynote. Je l'ai calé au bon endroit directement. Comme ça, vous ne devez pas le chercher dans la keynote. Vous cliquez sur mon lien et ça commence directement sur la section DSQL. Je suis assez excité par cette nouvelle base de données parce que comme elle est serverless, j'ai l'espoir qu'en développement, elle ne coûte quasiment rien. Le pricing, ce sont des data processing units, des DPU. Au plus vous en avez, au plus vous avez de la capacité, au plus vous payez cher. Mais ça scale à zéro. Donc si vous avez besoin de 0 DPU pendant 2 semaines où vous ne développez pas, où vous ne touchez pas à cette base de données de développement, vous ne payez que le stockage. Et le stockage est à 0,33 centimes par gigabyte par mois. Et puis, ça peut être très intéressant également pour tous ceux qui ont besoin de transactions distribuées sur plusieurs régions. Je pense à des sites d'e-commerce pour la gestion du stock et de l'inventaire. Je pense à des sites financiers, à des données médicales. Voilà, il y a plein de use cases où on a des applications qui tournent dans plusieurs régions et qui toutes doivent écrire dans la même base de données. Et bien maintenant, c'est possible avec Amazon Aurora DSQL. Je vous invite à aller regarder. C'est mon collègue Shani qui a écrit le blog post de lancement. Il vous montre comment démarrer un cluster, comment transformer ce cluster en multi-région si jamais vous avez besoin de multi-région. Il vous explique comment vous connecter aussi à partir d'un driver. C'est un username password, mais le password c'est un token généré à partir de votre access key, secret key. C'est un peu compliqué comme ça, c'est pas intuitif on va dire, mais c'est bien expliqué dans le blog post, donc allez lire le blog post pour bien démarrer sur Aurora DSQL. Et puis, il y a une palanquée de nouveautés côté Bedrock et côté agent et côté IA générative. La première, c'est Anthropic qui a sorti 2 nouveaux modèles dans la famille Claude, Claude 4 Sonnet et Opus 4. Donc ça s'appelle, ils ont changé la nomenclature, c'est Opus 4, Claude Opus 4 et Claude Sonnet 4. La dernière version était la version 3.7. Alors ce sont des modèles qui sont particulièrement bien adaptés pour les longues tâches, le raisonnement. Donc on pense directement aux agents, à l'orchestration d'agents. On pense aussi à l'assistance au codage où il faut de grandes fenêtres de contexte. C'est moi qui ai écrit le blog post, je vous laisse lire ça. Évidemment, chaque vendeur dit c'est le plus beau, le plus grand, le meilleur dans sa catégorie, comme à chaque release de modèles. La nouveauté là, c'est que le même jour où Anthropic a sorti ces modèles, ils étaient disponibles sur Bedrock en serverless, donc vous pouvez les utiliser dès aujourd'hui. AWS a sorti un SDK pour créer des agents IA extrêmement facilement. C'est un SDK basé sur Python. Vous pouvez en 2 lignes de code créer votre propre agent. Un agent, donc c'est un composant qui va appeler des modèles d'IA pour faire des tâches. Il peut aussi utiliser des outils. Donc c'est aussi un client MCP. Vous pouvez intégrer des outils MCP dans vos agents. Vous écrivez le prompt système, vous écrivez le prompt client et il va utiliser par défaut Claude 3.7 Sonnet, puisque Claude 4 n'était pas sorti au moment de Strands, mais ce SDK est tout à fait générique. Il peut appeler des modèles qui ne sont pas sur AWS. Par exemple, il intègre OpenAI, ChatGPT, il intègre Ollama également, si vous voulez tourner des modèles en local sur votre machine, soit pour pouvoir tourner offline, soit pour pouvoir faire du test et du développement. C'est
vraiment extrêmement simple. Le developer experience, comme on dit, l'expérience développeur est très très bonne. On part en quelques lignes de code et on fait des choses extrêmement puissantes, extrêmement productives en moins d'une heure. J'étais assez impressionné de ce que j'avais réussi à faire. Mon collègue Denis Straub en Allemagne a écrit un tutoriel en 4 parties qui vous explique comment démarrer, comment intégrer des MCP serveurs, comment il y a une partie où il explique comment utiliser des modèles en dehors de Bedrock, donc OpenAI ou Llama. Ce sont des tutoriaux extrêmement bien faits avec les prérequis qui sont bien clairs et simples. En gros, le seul prérequis, c'est d'avoir un compte AWS et de pouvoir s'y connecter programmatiquement avec une access key, secret key. Donc on n'est pas encore à la simplicité d'autres vendeurs où il faut juste une API key. On y réfléchit, on y pense, mais pour le moment il faut toujours un compte AWS. Mais regardez ce SDK, ça s'appelle Strands SDK, c'est open source et c'est développé en Python. Alors j'étais en train de parler d'MCP Server, vous le savez peut-être, il y a toute une palanquée de MCP Server sur le repo GitHub AWS Lab. Un de mes favoris, c'est l'analyse de coûts, où on peut parler avec sa facture AWS, on peut lui demander quels sont les services qui consomment le plus dans telle région et demander des recommandations d'économie de coûts. Mais il y en a des tas d'autres et il y en a 3 nouveaux qui ont été ajoutés cette semaine pour Amazon ECS, EKS et Serverless. Ce sont des serveurs qui vous permettent de comprendre, d'architecturer, mais aussi de déployer votre code, soit sur ECS, soit sur EKS, soit en serverless avec Lambda, recommander une architecture, écrire un template SAM, le déployer, obtenir les logs, faire du troubleshooting. Il suffit d'intégrer ces MCP serveurs dans votre client favori. Moi, j'utilise Amazon Q Developer de la ligne de commande ou dans Visual Studio Code, mais vous pouvez utiliser Z, Cursor, Claude Code, Claude Desktop sont tous des MCP clients également. Je ne sais pas si OpenAI et ChatGPT a une appli, je suppose que oui, qui permet aussi d'intégrer des serveurs MCP, mais c'est le principe d'MCP, ça marche partout et ça c'est assez génial. Donc si vous utilisez des agents IA et que vous utilisez aussi ECS, EKS ou vous déployez des fonctions Lambda, regardez ces 3 nouveaux serveurs MCP. C'est ma collègue Ellie d'Amérique du Sud qui a écrit le blog post et je vous mets évidemment comme d'habitude les liens dans les notes de ce podcast. Un grand changement philosophique d'AWS par rapport aux dernières années. Nous commençons, ou AWS commence à déprécier certains services. Alors déprécier, ça veut dire ne plus accepter de nouveaux clients sur ce service et puis travailler avec les clients qui utilisent ces services pour migrer vers des alternatives. Alors vous allez me dire, vous avez déjà vu passer des annonces de dépréciation plus ou moins maladroites dans ces derniers mois. On a bien entendu votre feedback et on va essayer de ne plus être maladroit. Et donc on a lancé une page web sur le site web qui s'appelle AWS Product Lifecycle Page qui va lister et centraliser toutes les annonces de déprécation de services. Alors pour le moment, les services qui ont complètement fermer l'accès aux nouveaux clients. Enfin, c'est une fonction d'un service, c'est pas tout le service. C'est Amazon TimeStream for Live Analytics. Alors, c'est pas Amazon TimeStream, c'est Amazon TimeStream for Live Analytics qui permet plus d'embarquer des nouveaux clients. Il y a toute une palanquée de services aussi qui ont annoncé la fin de support. Pinpoint, IQ, IoT Analytics, IoT Events, SimSpace Weather, Panorama, Inspector Classic. Inspector est toujours là, je vous rassure. DMS Fleet Advisor et Amazon Connect Voice ID. Et là, nouveau, c'est pas tout Amazon Connect, c'est juste Voice ID. Et puis il y a des produits des services pour lesquels on avait déjà annoncé la fin de support, mais qui l'ont atteinte maintenant. C'est AWS Data Sync Discovery et AWS Private 5G. Donc dans le futur, il y aura cette page qui sera maintenue à jour et je vous mets le lien évidemment dans les notes de vos applications de podcast. On se rend bien compte qu'un service qui s'arrête, ça a un impact pour vous. Les annonces de dépréciation sont faites plusieurs années souvent à l'avance et vous pouvez toujours contacter le support pour obtenir de l'aide et savoir comment migrer et vers quoi si vous utilisez ces services.
Voilà, c'est la fin de ce 300e épisode du podcast AWS en français. Et on va pas s'arrêter à 300, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour un épisode de Women in Tech où on parlera diversité, équité, inclusion dans le monde de l'éducation avec le groupe Ionis qui possède notamment Epita et Epitech. Et puis, on aura un nouvel épisode enregistré au Summit AWS à Paris avec Bureau Veritas. Ça sera vendredi prochain, le 6 juin, épisode 302. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.